Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Pascal de Clermont. Bonjour Pascal. Bonjour Axel et bonjour à tous. Pascal, tu es coach mentaliste. Depuis combien d'années et d'où vient cette idée? Oula, ça fait très longtemps. Pour tout dire, j'ai déclaré le terme mentaliste en termes de métier qui n'existait pas dans les années 87-88. Ça date donc de très très longtemps. Alors d'où vient l'idée? C'est un petit peu l'inverse, on pourrait se poser la question d'où vient l'idée d'avoir fait ce métier. C'est l'inverse qu'il faudrait penser, comment faire de ce que l'on sait faire, que l'on aime faire, un métier qui n'existait relativement que très peu. Donc le mentalisme, on va en parler un petit peu, c'est à la fois des capacités innées importantes, c'est aussi des acquis très importants. Et après, il a fallu assembler tout ça pour en faire quelque chose qui puisse devenir un métier, d'où en 88 la déclaration du métier de mentaliste. On m'a regardé à l'INSEE avec des grands yeux, en me demandant si vraiment je ne voulais pas choisir une catégorie haute. J'ai dit non, c'est mentaliste. Donc ça fait vraiment très très longtemps. Et parce que beaucoup de gens pensent que le mentalisme n'est arrivé que dans les années 2010, lors de l'arrivée de la série de Simon Baker, le fameux mentaliste. Non, depuis 88, j'étais déjà sur le chantier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que longtemps j'ai travaillé hors de France, quasiment jamais en France. Je dirais, il n'y a que depuis les années 2004-2005 que vraiment le mentalisme a commencé à faire sa place en France. Un petit peu aussi grâce à, pour moi, l'écriture d'un livre qui s'appelait Mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous, qui était le premier livre qui sortait sur le mentalisme réel et le mentalisme dit traditionnel, ou plutôt mentalisme des origines. C'était le premier livre qui sortait depuis plus de 101 ans. Alors peux-tu nous dire quels sont les différents types de mentalistes dans ce métier? Avant de parler des mentalistes, ça serait peut-être bien qu'on définisse le mentalisme. Exactement. Voilà. Le mentalisme, qu'est-ce que c'est? Le mentalisme, c'est l'optimalisation des capacités humaines latentes, et peut-être animales aussi, latentes. Donc, on va travailler sur 4 axes. Le premier axe, c'est le développement des capacités dites cognitives. On y trouvera la mémoire, la communication, l'hypnose, ça fait partie de cette partie-là, tout ce qui est déduction et logique. Premier axe. Deuxième axe, ça va être tout ce qu'on appelle l'hypersensoriel. Donc, prendre nos 5 sens et les étirer de manière hyper. Donc hyper-observation, hyper-acousie, aller chercher les petits détails, les micro-mouvements qui permettent, en percevant ce que les autres ne perçoivent pas encore, de comprendre et anticiper ce que justement ils n'ont pas encore compris. C'est donc un petit peu une hyper-déduction à partir d'éléments qui échappent consciemment à l'individu, qu'en hypnose, on utilisera pour calibrer l'état de l'individu. Voilà. Troisième axe, le plus fameux des mentalistes, c'est vraiment tout ce qui est l'extrasensoriel, tout ce qui est influence, communication mentale, charisme et travail justement de tout ce qui est anticipation, prédiction. Donc c'est ce côté un peu extrasensoriel. Donc le côté précédent c'était l'hypersensoriel, nos 5 sens étirés, et ça c'est l'extrasensoriel, des sens en plus. Donc anticipation, comme je disais, charisme, influence, communication mentale, les 4 principaux. Et le quatrième axe, qui n'est pas vraiment traditionnellement un axe du mentalisme, mais qu'on a rajouté dans la formation, parce que pour moi c'était hyper important, c'est le lien corps-esprit. Et par là, on va parler de l'alimentation, la gestion du sommeil, gestion des émotions, gestion de la respiration, activité physique, travail énergétique interne et externe, pour faire en sorte que l'individu devienne cette meilleure version de lui-même, pour que la machine soit au top, afin que les capacités deviennent au top. Il y a donc un seul type de mentaliste, il devrait y avoir qu'un seul type de mentaliste, c'est-à-dire le mentalisme des origines, datant des années 1710, et bon, il y a eu plusieurs évolutions entre, qui est le développement de nos capacités latentes, aller vers la meilleure version de lui-même. Ou donc, dans ce cas-là, on dira plutôt aller vers la meilleure version de soi-même. Est venu se greffer ce qui, dans les années 1900-1905, s'appelait un pseudo-mentaliste ou un mentaliste de spectacle, qui sont des gens très sympathiques, qui sont des magiciens, illusionnistes, un magicien avec un petit m, donc illusionniste, pas magiste, donc illusionnistes, prestidigitateurs, qui vont faire des tours de magie à l'aide de trucs sympathiques, des compères, des illusions d'optique, des petites astuces, des choses comme ça, qui leur permettent de simuler les capacités mentales d'un mentaliste. Ces gens-là s'appelaient à l'époque, dans les années 1900, des pseudo-mentalistes ou mentalistes de spectacle. Aujourd'hui, ils prennent le titre de mentaliste, un peu, c'est une sorte de parasitage, mais bon, on ne va pas non plus vouloir jouer trop sur les termes. Donc il ne devrait y avoir qu'un seul terme de mentalisme, mais hélas, on trouve 2 types de termes. Mentaliste de spectacle,
donc à ne pas confondre avec les mentalistes réels. Eux sont coachs, consultants, ils travaillent, on verra un petit peu pourquoi plus tard dans l'interview. Et les premiers mentalistes donc, de spectacle, là, eux, sont du divertissement. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais et très sympathiques, d'autres qui sont imbuvables. C'est du divertissement. Mais on ne doit pas confondre les deux. On ne confondrait pas, par exemple, Hugh Laurie avec un véritable médecin, sous prétexte qu'il joue le rôle de Dr House. Et si demain quelqu'un devait se faire opérer du cœur, je présume qu'il préférait un véritable cardiologue, il n'ira pas sonner à la porte de Laurie. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre un véritable mentaliste et un mentaliste spectacle, deux disciplines totalement différentes. Tu as écrit de nombreux livres, dont Devenez la meilleure version de vous-même et vos enfants sont hyper mentalistes. Peux-tu nous expliquer ce qu'il y a dans ce livre? Alors, le premier, enfin ce n'est pas le premier en rédaction, mais le premier cité, Devenez la meilleure version de vous-même, c'est un gros livre. C'est un livre qui donne un programme clé en main pour que les personnes puissent reprendre en main leur vie, pour ne plus la subir, mais vraiment la construire et la sculpter comme ils veulent. On va parler effectivement surtout de ce fameux quatrième axe du mentalisme, qui est le lien corps-esprit. C'est un livre qui a pour but de préparer le public à travailler ses capacités mentales, travailler ses capacités latentes. On fait le socle de base. On y parlera d'optimaliser la gestion du sommeil, optimaliser l'alimentation, trouver des meilleures intelligences comportementales. On va travailler sur tous ces axes pour travailler sur ses capacités d'auto-guérison, ralentir le vieillissement. On va travailler sur la libido, on va travailler sur le sommeil, on va travailler sur la gestion du stress pour que les gens se débarrassent de leur stress, se débarrassent de leurs problèmes, je dirais, psychosomatiques. Ce n'est pas un livre qui fait des miracles, mais qui donne à l'individu les clés pour reprendre en main sa propre vie et maîtriser un petit peu ce qu'il se construit de lui-même. Parce que la quasi-totalité de ce qui nous arrive, on se le construit. Donc le livre ne fait pas des miracles en lui-même, mais en appliquant tous ces conseils et ces techniques, la personne va pouvoir vraiment construire sa vie, se reprendre en main, maîtriser son destin et aller vers cette meilleure version de lui-même qui sera propre à chacun. La meilleure version d'Axel n'est pas la meilleure version de Pascal, n'est pas la meilleure version de X ou de Y. Ça, c'est le premier livre cité. Le deuxième, Vos enfants sont hypermentalistes, c'est un cri aux parents qui possèdent entre 5 et 10% du temps, c'est ce qui a été vu en termes de statistiques, des enfants jusqu'à peu près 3-4 ans avec des capacités latentes extraordinaires, énormes, gigantesques, de pensée holistique, des enfants qui sont différents, qui ont vraiment des possibilités. Et là, on est dans un système à la fois éducatif, mais il ne faut pas blâmer que l'éducation, hein. C'est surtout si les parents derrière, qui va ne pas vouloir que l'enfant soit différent, qui va vouloir le faire rentrer dans un moule d'une pensée, par exemple, extrêmement linéaire, très scolaire, et qui va ruiner toutes les capacités dites hyper mentalistes qu'ont tous ces enfants. Quand on fait des calculs, on se rend compte qu'entre 5 et 10%, parce que les statistiques dans ce domaine-là sont un petit peu difficiles à faire, entre 5 et 10% des enfants ont ces capacités incroyables. Et ce qui est fabuleux, c'est que les gens qui viennent en formation, au final, se retrouvent la plupart du temps à être des anciens hyper-mentalistes, complètement écrasés par leur éducation, écrasés par les parents, écrasés par leur propre peur d'être marginal, leur propre peur d'être différent, et qui viennent retrouver en formation ces capacités latentes qu'ils avaient. Donc ce livre, Vos enfants sont hypermentalistes, s'adresse à la fois aux parents, et s'adresse aussi à chaque personne qui veut faire revivre son enfant intérieur, cet enfant qui avait toutes ses capacités, qui avait toute cette authenticité, qui avait toute cette intelligence immédiate et intuitive que la société, que le système lui a écrasé, lui a brimé et lui a censuré pour retrouver ses hyper-capacités, parce qu'il en a probablement beaucoup plus qu'il ne veut bien croire, ou du moins qu'on veut bien lui faire croire. Est-ce qu'un mentaliste utilise des techniques d'hypnose et de PNL ? Alors bien évidemment, dans le côté cognitif du mentalisme, qui va contenir tout ce qui est déduction, logique, communication, créativité, eh bien on va trouver la PNL et l'hypnose. L'hypnose utilisant énormément de techniques de communication et de métacommunication, et un petit peu de techniques de calibrage, donc d'hypersensoriel, observer les petits détails de l'individu, les petits changements au niveau des yeux, de la bouche, les changements de couleur du cou, qui vont permettre à un hypnothérapeute de déceler l'état hypnotique ou le changement d'état.
bien que je retrouve personnellement qu'en hypnose et en PNL, on utilise l'outil à 1% de ce qu'il pourrait être en termes d'hypersensoriel. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à détecter des changements d'odeur corporelle de l'individu, qui signifie quoi? Qui signifie que les hormones et les surrénales, par exemple, pour l'adrénaline, travaillent ou pas, et l'acidité change, l'odeur change. Ça peut être très très fin, la perception hypersensorielle. C'est ce que font par exemple aussi les animaux, qui vont détecter la joie, la peur, l'agressivité en fonction simplement d'acidité de peau et de changement d'odeur. Est-ce que être mentaliste, c'est aussi être thérapeute? Alors, la question, elle est intéressante. Parce qu'on est mentaliste, mais le mentaliste, c'est plutôt la pratique du mentalisme. Alors, effectivement, le mentalisme, avec tous ces axes, peut être utilisé aussi bien pour de la thérapie que de l'accompagnement en coaching. On appellera ça le coaching mental. Aussi bien il est utilisé en sécurité nationale, puisqu'en formation on a eu des gens de la police, du renseignement, on a eu des gens vraiment de tous ces milieux de sécurité, aussi même des milieux de négociation de kidnapping et d'antiterrorisme, aussi bien que pour de la négociation, aussi bien que pour de l'influence, aussi bien que pour des joueurs de poker. En gros, le mentalisme est un énorme outil d'optimalisation et de démultiplication des capacités latentes de l'individu. Après, cet outil, on va l'appliquer comme on veut à la thérapie, on va l'appliquer pour négocier, on va l'appliquer pour séduire, on va l'appliquer pour prendre en main sa vie, et pourquoi pas, puisqu'on a le choix, un petit peu de tout. Et du coup, il faut faire la différence. Il y a une grosse différence à faire entre être mentaliste, c'est-à-dire qu'on consacre sa vie à ça, à la pratique, l'enseignement et la recherche de toutes ces techniques, c'est être mentaliste. Et il faut l'avouer comme être prêtre, et il faut l'avouer comme être peintre, comme être footballeur, comme être danseuse étoile. C'est des domaines qui demandent beaucoup d'inné et de l'acquis. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. On est tous plus ou moins faits pour certaines activités et pas d'autres. Par contre, utiliser les techniques du mentalisme pour développer différents aspects de sa vie, pour enchanter sa vie, sculpter sa vie, la prendre en main, aider autrui et se faire avancer comme en faisant évoluer les autres. Et se faire avancer comme en faisant évoluer les autres, ça c'est à la portée de tout le monde. C'est la différence entre quelqu'un qui va être peintre professionnel et quelqu'un qui va s'éclater à faire des gouaches le dimanche, qui seront peut-être des fois même de meilleure qualité que celle du peintre professionnel. Ce n'est pas une question de qualité ou de hiérarchie. C'est voir est-ce qu'on en fait sa source de revenus et donc on y consacre sa vie. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire du mentalisme. On est mentaliste, c'est vraiment une voie. C'est vraiment une voie permanente, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Et après, on peut utiliser les techniques du mentalisme pour agrémenter sa vie, développer ses capacités professionnelles, personnelles, de séduction, de communication, enfin, il y a plein de choses. Quelles sont les facultés pour devenir mentaliste? Les facultés innées. Je pense qu'à la base, c'est une forme d'hypercommunication, une capacité d'hypercommuniquer, de communiquer sur plusieurs plans à la fois, et d'avoir conscience de ces multiplans sur lesquels on communique consciemment et inconsciemment. Parce qu'au fond, toutes les capacités, même latentes de l'individu, comme la communication mentale et tout ce genre de choses, ce sont que des systèmes de communication. Anticiper dans le temps, c'est aussi des systèmes de communication en termes de plans dimensionnels, sans pas rentrer dans les détails. Mais tout ça, c'est une méta-communication. Je pense que c'est ça, cette capacité innée. Une capacité de faire des liens extrêmement rapidement avec des choses dont les liens échappent aux autres la plupart du temps. C'est une espèce de manière de penser aussi un petit peu en travers. Pas de manière linéaire, donc de manière holistique, mais souvent aussi en décalage. Ça, après, il va falloir l'étoffer avec beaucoup d'acquis. Et c'est ça qui est passionnant, et de recherche. Le mentalisme a existé aux environs de 1710. Est-ce qu'à l'époque, on considérait justement le mentaliste en tant que sorcier? Alors, très bonne question. On va dire que, on va reprendre un peu l'histoire. 1500-1600, l'Inquisition brûle à tour de bras et à tour de bûcher. 1600-1700, une montée énorme de la science mécaniste qui va reléguer une partie de l'Inquisition à la superstition et qui va donner aussi beaucoup de pouvoir à l'Église. On se retrouve dans l'époque 1700. 1700, siècle des Lumières qui va arriver, mais ils ne savent pas encore. Et ils ne peuvent pas encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment bloqués entre d'un côté le in corpus
la médecine, très mécanique. Pour l'instant, le cerveau, c'est une boîte mystérieuse. On s'est tiré sur un tendon pour voir le geste, mais on ne comprend pas comment fonctionne un cerveau, on ne comprend pas comment fonctionne un organe. On est très mécanique. Et à côté de l'Église, tout ce que la science n'explique pas, donc qui est défini comme n'existant pas officiellement, l'Église va le prendre, donc c'est l'uni spiritu, et elle dira maléfique la plupart du temps, ou bénéfique si ça arrange ses affaires. Donc 1700, on a un individu, un être humain, bloqué entre deux pôles, le in corpus et le in spiritu. Et là, il va bien falloir quand même faire quelque chose. Il va falloir que tous ces gens qui aient des capacités latentes, même d'hypermémorisation, de guérison par le magnétisme, il va falloir les mettre quelque part. On ne peut plus les considérer comme des sorciers. Donc, va se créer une école au départ philosophique qui va dire attention, entre le corps mécanique et le spiritu, l'Église, la religion, existe une tranche, une partie, c'est des capacités mentales humaines. Elles ne sont ni bénéfiques ni maléfiques, elles ne sont pas divines, elles sont humaines, mais elles échappent encore à la science. Ça sera le mentis, de la racine mentis du XIVe siècle, qui veut dire intelligence, logique. On dira le in mentis. Et ce in mentis va donner le mentalisme. Donc c'est un petit peu une manière de dire arrêtez, ne les brûlez pas. La science n'explique pas encore, mais on n'est pas dans le religieux, on n'est pas dans le spirituel, on est dans les capacités humaines. Et à partir de là, se creuser, donc, va pouvoir fleurir, parce qu'on les laisse en vie. L'hypnose, le magnétisme, tout ça va pouvoir... Ça existait avant, qu'on soit bien d'accord, la transe hypnotique a existé depuis que l'homme a commencé, même chez les singes on trouve des transes, même chez les rats on trouve des transes déjà. Donc ça existe bien avant qu'on soit humain. Mais le cadrer sous une forme non sorcière, et appeler ça hypnose, ça va venir parce que le mentalisme, le in mentis, a été se creuser là, sur lequel vont pouvoir fleurir tous ces arbres, surtout parce qu'on arrête de brûler tous ces gens. Voilà, donc le mentalisme a été considéré comme un sorcier, mais à partir du moment où on a parlé du mot mentalisme, c'était bien pour dire ça vient du mental, et non, ce n'est pas de la sorcellerie. Et ce n'est justement que 200 ans après que face au succès de toutes ces écoles, les illusionnistes et les prestigitateurs se sont saisis de ça, comme un magicien va faire semblant d'être un chirurgien quand il coupe une femme en trois, comme un magicien va faire semblant qu'il triche aux cartes quand il fait des démonstrations de poker, alors que si on met un magicien à une table de poker, il passe 2 minutes et il se fait tuer, hein, ce qui n'est pas du tout la même technique. De la même manière, il fait penser qu'il a des pouvoirs de mentaliste. Et c'est que 200 ans après. Alors tu parlais tout à l'heure de perception. Est-ce que le mentaliste utilise la télépathie? Alors la télépathie c'est quoi? Justement, c'est une bonne question aussi. C'est quoi la télépathie? C'était défini comme la transmission par des canaux non sensoriels classiques de concepts, de mots, d'idées, de sons. Après, il y a un autre terme moins utilisé qu'on appelle la télesthésie. C'est en gros la télépathie mais sensorielle. C'est-à-dire si je touche un tissu et que tu ressens le tissu dans tes mains, on n'est plus en pure télépathie, on est en télesthésie. Ça, c'est un détail technique. Pour le grand public, télépathie, pour quasiment tout le monde, télépathie englobe tout ce qui est transmission de pensée. Bien sûr que ça existe, on le sait aujourd'hui, il y a eu d'énormes expériences. On considère aujourd'hui scientifiquement que la télépathie et la transmission de pensée est un phénomène dit avéré, mais fluctuant. C'est-à-dire que sur des études de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on a la certitude statistique qu'il arrive des périodes bien déterminées pour lesquelles et durant lesquelles les résultats excèdent par 10 ou par 100 ce qu'on pourrait s'attendre à avoir simplement si on se fiait au hasard. Donc on sait que la télépathie existe. Et il y a une deuxième raison aussi, mais j'y reviens après. Et simultanément, on le dira fluctuant parce qu'on n'a pas encore réussi à vraiment épingler tous ces phénomènes dits phénomènes psy. Juste quelles sont les caractéristiques, on n'a pas l'équation. Donc on dira on ne sait pas le reproduire vraiment forcément à volonté. Mais ça, il y a une raison aussi très très simple à ça, on commence à la comprendre. C'est qu'il y a 2 types de télépathie. Il y a une télépathie qui fait appel vraiment à un sens inné, instinctif, dit télépathie reptilienne, qui est cette capacité qu'on a de sentir les choses à distance quand il y a un danger, quand quelqu'un pense à nous. Et ça, ce n'est pas provoqué. Et une télépathie construite, qu'on travaille en laboratoire, dont on a trouvé les manifestations et les traces au niveau électrique, bioélectrique, au niveau des parties préfrontales. Ce n'est pas du tout les mêmes zones cérébrales. On ne stimule pas le préfrontal comme on stimule ici les parties reptiliennes.
donc, enfin les noyaux reptiliens. Donc on sait qu'il y a deux types de télépathie. Les études avancent beaucoup plus maintenant parce qu'on sait qu'il faut chercher deux choses différentes. La télépathie instinctive, naturelle qu'on trouve chez les animaux, qui se trouve dans le reptilien, et qu'on ne peut pas provoquer à distance en laboratoire, et la télépathie beaucoup plus fugace, qui elle est construite et moins facilement maîtrisée, qui est une télépathie proprement parlée, très frontale et surtout préfrontale. Et pourquoi est-ce qu'on sait que la télépathie est une certitude? On sait que la télépathie est une certitude, ne serait-ce qu'aujourd'hui, même si on ne veut pas employer le terme télépathie. Parce que qu'est-ce que c'est? La télépathie, c'est éprouver à distance des sensations, des perceptions d'autrui. Et si je prends cette définition, qui est celle de la télépathie, on se retrouve avec la définition aussi de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de ressentir à distance les émotions des autres. Et si jusqu'aux années à peu près 2000, on pensait l'empathie, la capacité de souffrir à la place d'un autre, quand on voit une aiguille, quand on voit quelqu'un qui a mal, souffrir à la place d'un autre, on disait l'empathie c'est un truc de bonne femme. Des études scientifiques extrêmement sérieuses ont montré l'activation de certains neurones qu'on appelle les neurones miroirs, qui font que l'empathie est un phénomène aujourd'hui connu, travaillé, étudié comme une réalité scientifique. Et de l'empathie à la télépathie, pour moi il y a un pas minuscule. C'est pour ça qu'avec les élèves dans les formations, on parle plutôt de téléempathie. Et si on veut savoir quelle est la deuxième plus grande capacité, qualité du mentaliste inné, c'est une capacité de métacommuniquer avec lui-même et avec les autres. Et cette métacommunication avec les autres, par méta, j'entends au-dessus de la communication classique, non pas en termes de hiérarchie, mais en termes de nature, donc différente par des canaux différents. Cette capacité de métacommuniquer avec les autres, c'est aussi ressentir leurs émotions, c'est ressentir leurs états, ressentir leur flux de pensée. Et bien là, on est dans une télépathie. Alors sûr que le mot télépathie, tout de suite, ça fait « Ah, les scientifiques, enfin, les scientistes plus que les scientifiques, les vrais scientifiques sont passionnés par la télépathie. » Parce que les scientifiques, un scientifique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va étudier ce qui dépasse les frontières de son domaine pour justement étendre ses connaissances. On appellera ça un scientifique. Et un scientiste, c'est quelqu'un qui définit et qui n'accepte que n'existe que ce qu'il comprend. Ça, c'est le pur scientiste, qui est la ruine de toute tentative de compréhension. Le vrai scientifique, dès qu'il voit un phénomène qu'il ne comprend pas, mais pour lui, c'est l'orgasme, parce qu'il sait qu'il va pouvoir étendre les frontières de sa propre compréhension. Donc les scientifiques, c'est vrai, étudient énormément le phénomène d'empathie parce qu'on est un poil de la télépathie. Et là, l'empathie étant la télépathie reptilienne, qui est nécessaire chez les animaux sociaux parce qu'elle permet, en ressentant la souffrance d'un autre animal, de se carapater pendant que le lion attaque la gazelle. Et bien c'est parce que les autres ressentent cette sensation à distance, elles ressentent comme si elles étaient griffées, comme si elles étaient mordues, ça leur fait très peur et ça sauve le troupeau. L'empathie est donc un phénomène pour sauver sa peau chez les animaux. Et nous, on a transformé, puisqu'on n'a pas ces mêmes dangers la plupart du temps, ça en un phénomène social. Donc la communication, la séduction, la vente. Quels sont les différents types de formations et stages que tu proposes pour devenir mentaliste? Alors, je n'oserais pas proposer des stages pour devenir mentaliste. Mais je propose aux gens, et c'est la seule formation au monde qui existe dans ce domaine, de découvrir, d'utiliser et de maîtriser relativement les techniques mentalistes. Donc on a plusieurs niveaux. On a le niveau de technicien, praticien, maître praticien, expert. On a, ça c'est un gros cursus qui sur 3-4 ans, quand même complet, qui permet de faire de la consultation de mentalisme, de la formation de mentalisme. On a en parallèle le cursus de devenir la meilleure version de vous-même, qui s'adresse vraiment à un public qui veut optimiser ses capacités, de niveau 1, de niveau 2, un cursus pour les parents qui veulent travailler pour justement apprendre à donner à leurs enfants hypermentalistes toutes leurs chances et avoir toutes les clés pour optimaliser les capacités en or de cet enfant au lieu de les laisser se faire complètement censurer, écraser. C'est très souvent l'enfant lui-même qui écrase plus que l'école parce qu'il ne veut pas être marginalisé. Ça, il faut se rendre compte. Il ne faut pas mettre l'accusation sur l'école et sur le système éducatif. Le système éducatif il est fait pour un maximum de gens. Et si l'enfant ne veut pas être marginalisé par rapport à lui-même, par rapport à ses amis, alors il va rentrer dans le rang et ne plus utiliser ses capacités. D'où l'importance du rôle des parents de justement aider l'enfant à avancer et assumer cette différence qui fera de lui plus tard un leader. Et donc ça, on a une formation spéciale là-dessus et une toute nouvelle formation
qui est la formation de formateur en développement personnel et la formation de consultant en développement personnel qu'on a commencé cette année, c'est la première. Elle est full remplie et déjà on a des inscriptions pour l'année prochaine, donc je suis très content. Alors pour avoir toutes ces informations, on peut te consulter sur un site internet en particulier? Tout à fait. Alors il y a le Facebook en tapant formation certifiante en mentalisme et coaching mental. Il y a le Facebook officiel Pascal de Clermont. Je ne suis pas très Facebook. J'y mets des petites nouvelles de temps en temps. Et quand j'en mets, c'est que je pense que ça vaut le coup. Mais j'en mets pas tous les jours. Il ne faut pas s'attendre à avoir 4 posts par jour avec moi. Et le site formation-mentaliste.com qui va normalement quand il est en ligne et quand il est à jour, surtout quand il est en ligne, parce que c'est toujours difficile de voir les sites en ligne en permanence, et bien, il y a toutes les informations. Il y a des vidéos, des émissions télé, il y a plein de choses. Pascal, merci d'être venu nous voir. Mais avec beaucoup de plaisir, Axel. Je vous dis à très bientôt.